semaine du critique littéraire online organisée par Acolyte. C'est vrai que la première édition, elle était purement online. Et cette fois-ci, Acolyte a décidé d'innover. Non seulement ce sera online, mais en présentiel à la Maison des Savoirs, qui est une bibliothèque de lecture publique située au dépôt de sable à Ikoudi. Alors, en présentiel, nous avons un panel assez intéressant, composé de, comme vous pouvez le constater, de 2 hommes et de 2 femmes. Alors, nos panélistes, nous avons M. Ray Lévy, qui est analyste littéraire, coach créativité littéraire, vice-président Acolyte, auteur de Last Ghost, traducteur littéraire anglais-français et français-anglais. À sa suite, nous avons également le docteur Défoulou ici. Il enseigne actuellement l'histoire, géographie et l'éducation à la citoyenneté au lycée classique de Matom. Parallèlement, il est enseignant vacataire au département d'histoire de l'université de Yaoundé. C'est également un poète, notamment il a plusieurs recueils de poèmes, notamment Testament des ombres, Flaque Igaré et bien d'autres. Par la suite, nous avons Marie-Josée Nelly Abadian, qui est elle est plus qu'une poète. C'est une militante engagée pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Elle utilise sa plume pour dénoncer les injustices et les inégalités qui affectent les femmes dans la société africaine. Et enfin, nous avons Sandrine Nelly Atambala, qui est docteur en sciences de l'éducation et enseignante de français, experte internationale, chercheuse. Elle consacre ses travaux à l'ingénierie de formation et à l'ingénierie pédagogique, ainsi qu'aux enjeux fondamentaux du genre, de l'inclusion et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, chers panélistes, j'espère que j'ai pu présenter chacun d'entre vous, ou vous avez quelque chose à ajouter. Ça va. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet échange autour d'un thème aussi passionnant que sensible, qui est la critique littéraire entre influence culturelle et rivalité avec les écrivains. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais d'abord m'adresser à Madame Nelly. Alors, comment définiriez-vous aujourd'hui la critique littéraire dans votre contexte? Donc, c'est un coup de poing là, après l'arrivée. La critique littéraire, pour moi, consiste à évaluer les textes littéraires, surtout dans notre contexte camerounais avec des dynamiques culturelles très multiples qui créent quand même un écosystème littéraire en construction. Donc, pour moi, la critique littéraire consiste simplement à évaluer le texte littéraire, à éclairer aussi la lanterne des lecteurs, parce que on a l'impression avec que les textes avec les prix littéraires actuels se valident ailleurs, en Europe plutôt qu'au Cameroun. Donc la responsabilité du critique littéraire dans notre contexte est fondamentale et ne doit surtout pas se concevoir dans la perspective d'une rivalité. Donc déjà le bluff avec l'écrivain, mais ça doit être vraiment une posture de phare, parce qu'il faut valoriser le texte littéraire et contribuer au développement local et à la dynamique culturelle en montrant ce qui se fait de notre côté comme un levier de construction de notre vivre ensemble, parce que plusieurs personnes connaissent plutôt Molière, Hugo, alors que quand M. Rindebi nous permet de découvrir par exemple Miglon, ça permet qu'on se plonge dans notre racine, dans ce qui est
éminemment neutre. Donc c'est ce que je peux dire. D'accord. Et vous, docteur Defoe, comment définiriez-vous aujourd'hui la critique littéraire dans votre contexte? Comment vous définiriez? Je crois qu'elle a dit l'essentiel, Madame José Méli. Effectivement, ce n'est qu'une appréciation, comment dire ça? Oui, une appréciation d'une œuvre littéraire, mais avec des outils précis. Les approches sont scientifiques et ne peuvent pas être facilement discutables. Donc, le critique littéraire aborde un texte avec un arsenal d'outils, plus ou moins d'ailleurs scientifique bien entendu, et ce qui permet à l'auteur lui-même déjà de savoir quelles peuvent être ses insuffisances ou ses limites, et l'auteur honnête sera reconnaissant par rapport à ce que le critique évoque comme insuffisant dans son texte, et travaillera à l'avenir davantage pour ajuster ces insuffisances. Et plus les critiques sont objectifs dans une société, et plus les auteurs ont de la chance d'évoluer en altitude, en fonction justement de la réception de leur œuvre par les lecteurs dans l'ensemble. Bon, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, monsieur Redéby, vous qui êtes habitué à cette bel exercice de critique, dans quelle mesure notre culture influence-t-elle la manière dont nous lisons et jugeons une œuvre? Dans quelle mesure? Bien, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la critique, depuis lundi, on parle tous de critique évolutive. Sur ces créneaux, tout le monde parle de cette critique qui doit s'adapter, qui doit même s'acclimater déjà à son contexte, parce que le contexte est devenu déterminant. Avant, c'était un peu plus global, général, donc il y avait une critique qui était, je peux dire, figée. Aujourd'hui, la créativité demande prend un peu plus d'authenticité de l'auteur. Et la critique maintenant devrait regarder les textes en fonction justement de ce background, car il n'est plus le même. Avant, je me rappelle, la poésie par exemple, quand on sortait fraîchement de cette négritude, presque tout le monde voulait écrire comme ces poètes de l'anthologie nègre. Tout le monde voulait écrire comme Senghor, on voulait faire du Césaire, on voulait... Donc la critique, à un certain moment, était facile. Elle était bien facile parce qu'elle n'avait qu'à suivre le même canevas. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un peu plus complexe parce que les auteurs ont explosé, ils explosent de créativité et d'imagination, ils débordent d'une énergie nouvelle, et la critique doit maintenant doit pouvoir suivre ce rythme-là. Plonger un peu plus dans les racines de ce que les auteurs proposent pour évaluer. Je me rappelle avoir assisté, c'était sur Vox Africa au début des années 2000, un ami qui passait là-bas, et donc le critique en place ne faisait que lui dire vous avez écrit ceci, mais pourtant Mongo Betty avait écrit cela, Sembène Ousmane avait écrit l'autre, parce qu'il n'était plus en phase avec cette nouvelle créativité. Donc il était resté coincé dans cette critique du passé, cette critique qu'on leur a enseignée. Bon, c'était pas trop leur faute non plus, parce qu'il faut évoluer. Donc on demande à l'université d'évoluer, de faire évoluer la critique aussi au niveau de son enseignement, afin que les étudiants, ceux qui arrivent, ceux qui vont gérer aujourd'hui et demain, qu'ils puissent être à jour. Parce que là, il faut véritablement une mise à jour quand on écoute certains de ces critiques. Donc, pour commencer, voilà un peu ce qu'est la critique et la culture. Elle va influencer jusqu'à l'éducation et à l'enseignement de l'analyse. La critique, c'est tout autre chose, mais à l'enseignement de l'analyse même, de la lecture d'un texte. Vous avez toujours gardé la parole. Peut-on vraiment parler d'une critique universelle? Est-ce qu'on peut vraiment parler que la critique, elle est universelle? Bien, si on doit parler de critique universelle, je crois que là, on va se dire, on apprécie un peu comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est égaux en genre ceci. Donc quand on est tous égaux à la base. Donc la critique doit être traitée pareil. Vous allez voir par exemple, on parlait des cercles d'influence, des réseaux d'influence.
ce qu'ils font, c'est célébrer leurs préférences et dénoncer soit leurs ennemis, soit les autres, ou alors dire tout simplement, sans avoir lu, qu'aujourd'hui on manque de littérature dans ce qu'on écrit. Donc là il faudrait voir ça sous cet autre angle-là aussi. Donc, c'est bon, on a été encore. Je disais que la critique, si elle peut être universelle, c'est comme accepter tous les livres pareils. Oui. Quand un livre arrive sur la table de la critique, on oublie son nom, on oublie le nom de son auteur, on oublie son éditeur. Parce que quand un livre arrive chez Gallimard, on se dit, tout de go, c'est déjà bon. Donc voilà, on a fait 60% du boulot parce que c'est Gallimard. Et on va juste voir le reste pour la forme. Et si jamais ça je l'ai vu, direct lors d'un, parce que j'ai vu plusieurs prix aussi, lors d'un prix où on trouvait des excuses à des auteurs de renom. Pourtant, la même chose chez un auteur ordinaire, chez un auteur lambda, on le crucifie tout de suite. Donc, il faut que la critique cesse de lire les noms des auteurs, les noms des éditeurs, et qu'elle se mette à travailler sur le texte et qu'elle puisse évaluer la littérature. Là, on parlera de critique universelle. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Matangana. Alors, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il existe une rivalité entre les écrivains et les critiques? Je vous remercie pour la question. Je dirais que s'il y a rivalité, elle part d'un quiproquo. Parce qu'à la base, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. La critique, selon mon entendement, va au-delà du jugement esthétique ou formel. C'est un acte, en réalité, de médiation entre la culture et le lectorat. Le critique a pour rôle d'aller au-delà de ce que l'auteur a pensé pour aider le lecteur à comprendre. C'est vrai qu'il permet aussi au lecteur, à l'auteur de ressortir ses limites, mais la critique n'est pas que négative. On a eu l'occasion de voir cela au cours des différents échanges durant toute la semaine. La critique, elle est constructive. Donc, il n'est pas seulement question de sanctionner, de dire qu'ici, vous avez oublié un S, l'accord que vous avez loupé là, vraiment, ce n'est pas possible et tout. Mais c'est commencer par apprécier. Et puis de se mettre dans la posture de celui qui sert de tampon entre l'écrivain et le lectorat. Parce que très souvent, on peut dire qu'il y a des auteurs qui peuvent a priori sembler hermétiques. La posture du critique va peut-être aider à mieux comprendre le message que l'auteur a voulu faire passer. Donc, il ne devrait pas avoir de rivalité. C'est pourquoi je dis, si rivalité il y a, elle part d'un quiproquo, d'un malentendu, parce que d'un camp comme dans l'autre, l'on perçoit mal le rôle véritable du critique, qui est là non seulement pour légitimer, c'est-à-dire qu'il va accorder une certaine consécration à l'œuvre lorsqu'il encense et tout, on est bien content. Mais il peut aussi marginaliser et se dire que cette œuvre a des limites, il y a des choses qu'il faudra améliorer. Lorsqu'on consacre, on aboutit à des prix qu'on offre aux écrivains, mais la critique oriente aussi. Donc elle va guider à la fois l'auteur pour lui dire, c'est bien, l'idée elle est bonne, votre vision est bonne, mais ce serait meilleur par rapport à notre contexte, à nos besoins, de vous appesantir sur tel angle, au-delà des éléments esthétiques. Et après, elle va au-delà pour inscrire l'œuvre dans la durée. Donc vraiment, le critique a un rôle de médiateur. Et il s'inscrit dans la continuité de ce que l'auteur a fait. Si on part sur cette base, il ne devrait pas avoir de rivalité. Je m'arrête là pour l'instant. Alors, docteur Defoe, j'ai vu, vous avez mis pas mal de recueils de poèmes. Est-ce que vous avez déjà été soumis à cet exercice-là? Face à un critique littéraire, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre expérience? Ou jamais, vous n'avez jamais eu de critique par rapport à vos œuvres? Je dois avouer que depuis que nous avons commencé à publier, la scène littéraire camerounaise n'a pas toujours eu un nombre actif et important de critiques. Notre grand souhait avait été toujours que dès l'origine, que nos œuvres soient soumises à une critique
sévère même, pourquoi pas. Malheureusement, nous n'avons pas eu cette opportunité-là. Il est arrivé donc, nous n'avons pas eu cette chance-là d'avoir donc autour de nous, c'est-à-dire un suivi permanent des critiques. Il arrivait souvent que le président Laron des Poètes, Sa Majesté Jean-Claude Aono, je crois qu'il peut être considéré comme le leader de ce mouvement, il nous amenait nous-mêmes encore à pouvoir dire un mot sur un texte écrit, poétique d'un membre ou non, par rapport à certains projets de revue. Il en a eu un certain nombre de projets de revue. On se retrouvait encore nous-mêmes, auteurs autodidactes, je dois avouer, en train de vouloir donner ce que nous, on a retenu dans une œuvre. Mais je ne peux pas appeler cela une critique. Ce qui fait donc que, en réalité, je ne peux pas estimer avoir été soumis véritablement à, comment dire ça, au regard d'un critique, au regard sévère d'un critique littéraire pour quelques œuvres que j'ai déjà eu à publier. Et j'aimerais, pourquoi ne pas le dire, j'aurais bien aimé qu'une critique sérieuse puisse donc s'appesantir sur ce que, pour me dire à moi-même quelles sont mes forces et mes insuffisances. Bon, mais malgré tout, on tient toujours la tête pour continuer à avancer avec espoir qu'un jour, nos œuvres attireront l'attention d'un critique sérieux et qui pourra effectivement nous dire ce qui ne va pas. Il n'est jamais trop tard, même si c'est 50 ans après le début de mon aventure en écriture que j'apprends quelque chose de nouveau. La 51e année, je ne vois pas pouvoir comment réaliser. Voilà un peu. C'est que c'est l'environnement littéraire particulièrement du pays, surtout poétique, qui semble être un genre beaucoup plus hermétique, beaucoup plus élitiste. C'est donc l'environnement qui n'a pas été propice à ce que l'œuvre puisse circuler, à ce que beaucoup de personnes puissent s'en intéresser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à un niveau où des choses sérieuses sont en train de décoller depuis un certain nombre d'années. Donc, il n'y a pas pour moi de problème particulier. J'ai fortement espoir que mes œuvres passeront d'un mois à l'autre à la crible d'une critique sérieuse, pourquoi pas, et pourquoi pas sévère. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, je vais revenir vers vous, Madame Mélie. D'après vous, est-ce que les écrivains acceptent-ils facilement la critique ou ils la reçoivent comme une attaque? C'est une question très pertinente. Merci de la poser. Je voudrais dire, comme je le notais précédemment, qu'il faut connaître que notre écosystème est encore en construction. Et généralement, les écrivains considèrent un peu la critique comme une sorte de parasitisme. Ils n'écrivent rien, mais ils sont toujours en train de relever les insuffisances de ci, les insuffisances de ça. Donc, dans notre environnement, la critique est parfois mal perçue. Et c'est regrettable parce que, par rapport au discours précédent du docteur Defoe, on réalise le caractère central de la critique. Et on devrait plutôt s'attaquer au silence autour de nos œuvres, autour de nos auteurs, autour de ce que nous faisons. Et lorsque la critique est bien perçue, c'est une véritable source d'enrichissement. Et les gens qui le comprennent, comme mon fils l'a relevé tout à l'heure, parce que le travail du critique, comme le docteur Nebé le disait, ce n'est pas seulement de juger les insuffisances, etc. C'est un travail de médiation parce que le critique normal éduque au goût. Le critique va vous permettre de comprendre pourquoi l'insistance du camp franglais, de nos langues locales, pourquoi ce conte intervient. Donc le travail du critique éclaire, élève l'écrivain, met en valeur l'écrivain, et l'écrivain qui le comprend va plutôt bénéficier pour réaliser que son œuvre serait meilleure s'il y avait cet accompagnement critique. Donc c'est vraiment un travail plutôt de complémentarité. Parce que on pourrait prendre le critique par exemple dans un village qui n'a pas de griot.
votre village est très beau, mais il n'y a personne pour célébrer les forces de ce village. Donc, le critique, justement, a le rôle de montrer le chemin, de montrer la voie. Et c'est une grande responsabilité parce que, justement, l'influence culturelle du critique consiste justement à relever les forces de notre production locale au lieu d'aller vraiment sur une attitude négative par rapport à la critique littéraire. D'accord. Alors, monsieur Ndébu, vous qui êtes toujours face, parce que plusieurs fois à la Maison des Savoirs, vous participez généralement face à nos auteurs, où justement il y a toujours cette critique littéraire. Alors, est-ce que vous avez déjà été face à un auteur qui a dit, monsieur Ndébu, tout ce que vous dites là, vraiment, je ne suis pas d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai bien envie d'en citer un là, tout de suite, parce qu'il me vient à l'esprit, mais bon, je vais le laisser tranquille là où il est. Oui, ça, je l'ai déjà eu. Et celui-là que je ne vais pas citer, il m'avait tout simplement dit, bah, lui, il a écrit, le reste, ce que les critiques peuvent penser, il s'en fout. Bah, et quand j'ai regardé son rang, et je vois comment les gens le regardent, alors là, je me dis, bah, on a un véritable problème. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être un rang de professeur, ce n'est pas parce que vous avez eu des prix littéraires qu'on ne peut plus rien vous dire. Et je rappelle tout ce qui est arrivé à Victor Hugo, quand on lui avait demandé de soumettre son manuscrit, un manuscrit chez son même éditeur, mais en changeant de nom. Il n'écrit pas Victor Hugo dessus. Parce qu'en général, quand le manuscrit l'a réduit, passe très vite. Donc c'est Victor Hugo, non, allez-y, imprimer et tout le reste. Mais là, il y a un manuscrit qui arrive avec un autre nom. Et quand ça revient avec Victor Hugo, c'est avec tout ce qui a été barré, ce qui était mauvais, ce qui était petit, ce qui était mal écrit, ce qui n'était même pas inspiré du tout. Alors il s'est mis dans une grande colère. Mais lui, colère contre les gens qui ne lui disaient plus la vérité. Donc on lui a dit, mais vous êtes devenu Victor Hugo. Donc qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, il y a ça. Alors certains se prennent pour des Victor Hugo. Avec le père Batum, on a eu une discussion sérieuse où il me disait, certains auteurs sont devenus eux-mêmes. Donc quand il parle d'eux, quand il regarde le miroir, il se voit mais très grand. Donc, et ça freine le travail même d'épanouissement de sa propre littérature. Aujourd'hui, on en est réduit à subir la critique venant des autres. Madame Mélie parlait du silence inquiétant de nos critiques. Oui, parce que nos critiques ont deux choses qui les intéressent aujourd'hui. Parler ou alors célébrer les livres qui ont déjà été acclamés depuis l'Occident et rapporter les classiques, parce que c'est bien plus facile pour eux, justement, de parler des classiques. Aujourd'hui, nous avons une littérature qui n'intéresse presque personne. Alors, elle est riche, elle est en pleine montée. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais le rôle du critique, c'est aussi de les relever et d'accompagner. Pas seulement dire, bah, mais l'autre, Mongo Betty, quand il écrivait l'exode rural, c'était un peu... Non, on n'a plus rien à faire de Mongo Betty et de son exode rural. Aujourd'hui, la littérature écrite comme le smartphone. Aujourd'hui, la littérature a le camp anglais. Elle a énormément d'autres choses. Donc, si on ne peut pas évaluer, donc on se retire donc de la scène et du critique. Parce que le critique, aujourd'hui, il devrait faire un travail de telle sorte que l'auteur l'accepte. Il faut avouer que si la critique en est devenue être ce monstre que tout le monde redoute, c'est parce que les critiques ont voyagé dans le temps avec le regard amer de certains qui étaient frustrés de ne pas avoir écrit eux-mêmes. Et alors ils vont se dire, moi je vais démolir tout ce qui arrive là. Alors, quand je parle, je dis ceci, soit on dit du bien uniquement, soit on dit du mal uniquement. Alors ils ont voyagé, ils ont traversé le temps avec ces choses. Et l'auteur qui n'a même pas encore écrit, quand il pense déjà à la critique, bah, il préfère déposer sa plume et se dire, bon, peut-être que le balafon irait mieux, ouais, peut-être que je serai un bon danseur urbain, et tout. Oui, plutôt que d'écrire. Le critique n'est pas l'ami de l'auteur, il est l'ami de la littérature. Et parce qu'il est l'ami de la littérature, il devrait travailler dans le sens de la littérature et non dans le sens de ce qui lui plaît. Parce que quand on est critique littéraire, c'est pas si quelque chose me plaît. Ça ne doit pas exister dans une critique. Ça me plaît, ceci me plaît. Non, vous devez démontrer le plaisir que vous avez eu. Et ce plaisir passe aussi par les insuffisances que vous allez relever et
l'auteur se sentira donc riche de quelque chose de nouveau. Bah, si on est juste là pour dire, bon, comme je dis, il y a encore des livres, mais je ne vais pas les citer parce qu'ils sont très connus. On a tous ces livres, mais j'ai approché leur critique pour leur demander, excusez-moi, ce livre que vous avez mis en avant comme étant le meilleur de cette période-ci, est-ce que vous l'avez lu? Ou alors vous avez répondu à des consignes? Donc, et ça pose aussi un problème. Donc, la critique, en fait, elle devrait s'asseoir, lire et permettre à l'auteur de grandir. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Madame Levy, avez-vous déjà été d'avis après avoir lu une critique? Est-ce que vous avez déjà changé d'avis? C'est-à-dire, vous avez lu un livre, vous avez une perception, mais après la critique, ça a totalement chamboulé. Est-ce que vous avez été d'accord avec la critique ou alors vous êtes resté dans la même lancée que ce que l'auteur a écrit? Ça, c'est une question aussi très intéressante. Moi, je m'enrichis toujours à rester avec les critiques littéraires. Et plusieurs fois, mes opinions ont changé. Parce que le critique littéraire ne se targue pas de perfection. Il est toujours dans les dispositions d'apprendre, de s'enrichir dans les échanges. Donc, plusieurs fois, en écoutant les autres, même quand j'ai assisté à des activités littéraires, c'est toujours très enrichissant. Par exemple, dernièrement, là, nous étions dans les discussions par rapport au choix d'un prix. On avait un Français et ils ont lu une œuvre littéraire africaine où l'auteur a commencé son texte par une fable qui racontait un peu les clichés de nos cultures à nous. Eux, les Blancs, ils étaient surexcités parce que waouh! Et ça fait que quand ils nous ont entendu dire que non, mais ça c'est les lieux communs, dans nos villages tout le temps, c'est une fable qu'on raconte, ils revenaient de très loin. Et c'est pour ça que je reviens directement à votre question de tout à l'heure qui était très intéressante par rapport à une critique internationale. C'est très important de se dire que nous avons des cultures différentes. Et nos regards croisés, c'est source d'enrichissement. Parce que l'influence culturelle est très importante. Parce que nous avons des codes. Et nous savons que quand on lit un conte, quand on lit une fable, voici comment on se comporte, etc. Donc forcément, en écoutant les autres, on s'enrichit. Parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Il y a, le docteur a dit tout à l'heure justement que oui, quand on fait la critique, c'est parce qu'il y a une méthode, il y a des codes qu'on respecte tous. Mais au-delà de ça, c'est une lecture subjective. Il faut le reconnaître. Et le critique littéraire reconnaît qu'il peut avoir un kiff sur un texte qui répond à des codes précis. Et c'est pour ça qu'on reste toujours, en tant que critique littéraire, dans l'humilité. Et qu'en écoutant les autres, on s'enrichit et c'est très important. Nous avons une question d'une internaute qui voudrait savoir, est-ce que les critiques ne sous-estiment pas leur travail? La parole à qui veut la prendre? Est-ce que les critiques ne sous-estiment pas leur travail? Je peux commencer si c'est pas... Bon, en fait, depuis que j'ai eu la question, j'ai cité dessus. Ce que j'aimerais dire, c'est que la critique a été dévaluée. Le critique ne sous-estime pas son travail, il ne demande qu'à le faire. Mais quand il voit ce qui se passe, je crois que, aussi pour être accepté, il va suivre un certain chemin. Si vous faites de la critique de la vraie, vous n'avez que des ennemis. Et même surtout parmi les critiques. Parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'un travail qui a été plébiscité, validé, vous venez leur dire que ceci, et ça je l'ai eu avec quelqu'un. Déjà, bon, comme je suis très connu, que je ne dirais pas. Donc, et ça aussi je l'ai déjà eu. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce possible de prendre ce livre-là et de dire tout ce que vous avez dit? Je ne comprends pas. Je ne demande qu'à comprendre. Donc, la critique a été dévaluée. Et ce qui arrive, et depuis l'école, là je parle maintenant des universités, de là déjà, vu que les étudiants, ils venaient à leurs profs, ils veulent les imiter. Et ils vont faire comme eux.
j'ai fait l'essai une fois. J'ai demandé à un étudiant, j'ai rencontré un étudiant de ce professeur-là, je lui ai demandé, mais tel livre-là, toi tu le trouves comment et tout. Et il m'a dit exactement ce que son prof en avait dit. Donc, tu vois, ce qui veut dire que la lecture même ne se fait plus. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est là aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Il faut qu'on redonne à la critique la liberté, sa liberté d'expression. Il faut qu'on la lui rende. Bon, on ne va pas elle va la reprendre. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les gars sont devenus tellement amers. Je n'ai même pas aux gens de suivre cet exemple-là en matière de critique, mais ils sont devenus de plus en plus durs. Donc là-bas, c'est la guerre ouverte entre les écrivains et les critiques, parce que les gars ont marre de voir des livres qu'on célèbre, alors que ces livres ne méritent pas d'être là. Bon, ici, on fait encore un peu, on dit non, il faut quand même, tu sais que c'est telle personne qui est comme ça. Sinon, et puis si tu parles de ceci, tu ne pas à telle chose. Et donc, voilà ce qui inquiète. Le critique ne sous-estime pas son travail. C'est qu'il a trouvé un champ de ruines. Tu vois, tout a été dévalué. Et maintenant, il faut qu'il reprenne sa place. Et pour la reprendre, là, ça va être très, très chaud, comme on dit. Parce que c'est compliqué ce qu'il attend en face. Alors, il dit quelque chose. Oui, je voudrais peut-être aller dans son sens assez acerbe. Moi, je préfère adopter une posture conciliante pour dire qu'en fait, c'est vrai, on est d'accord, le critique ne devrait pas dévaloriser son travail, mais pour qu'on n'en arrive pas à ce point, je voudrais me servir d'un exemple, vous me le permettez, parce que j'ai l'habitude d'évaluer aussi à l'aveugle des articles scientifiques pour des revues à comité de lecture. Là, c'est à l'aveugle, ce sont des numéros d'anonymat, on ne sait pas qui est grand prof, qui n'est pas grand prof. Vous avez une grille et vous évaluez le contenu par rapport à la grille qui vous a été attribuée. Et à chaque fois, il faut justifier avec un commentaire. L'appréciation que vous avez mise, le commentaire doit suivre. Il faudrait que ce soit cohérent. Peut-être que si on parle d'une universalité de la critique, on devrait peut-être essayer de voir ce cadre normatif-là. Mais ce serait encore compliqué de dire qu'on a une critique universelle. On va ramener ça aux francophonies, à la diversité de la francophonie, parce que je suis un peu aussi dans tout ça. À la base, on était dans le français normatif et tout, mais ils ont compris qu'on ne peut pas. On a des français par rapport à l'espace francophone, donc dans chaque pays de l'espace francophone, il y a des spécificités. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est d'essayer de trouver un cadre, un canon, on va dire quasi commun, mais qu'on adapte selon le contexte en fonction des besoins. Donc, il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Et pour dire aussi, je vais sortir par là, c'est que l'auteur devrait comprendre, je crois que c'est Barthes qui le disait, peut-être que je me trompe, dès lors que vous publiez votre œuvre, l'auteur meurt. Il cède la place au lecteur et aux critiques. Parce que vous avez votre interprétation, vous savez ce à quoi vous pensiez lorsque vous écriviez, mais le lecteur va se faire son opinion, le critique va se faire la sienne. Mais l'écrivain doit faire, c'est se servir de ces éléments pour améliorer peut-être pas cette œuvre dans le cadre des rééditions, mais pour les œuvres à venir. C'est pourquoi je suis toujours dans la posture que la rivalité reste un quiproquo ou alors un manque d'humilité pour les cas que M. Rindebi a évoqués. Merci. D'accord. Vous avez gardé la parole. Est-ce que d'après vous, une bonne critique peut améliorer un écrivain? Une bonne critique constructive, un peu sérieuse, comme monsieur le docteur Defoe l'a mentionné tout à l'heure. Très chère modératrice, toute critique devrait permettre à l'écrivain de s'améliorer, qu'elle soit négative pour l'écrivain, hein, parce qu'elle est négative pour l'écrivain, pas pour le critique. Le critique, lui, sait que voilà des insuffisances, des limites. Si vous vous ajustez, ce serait mieux la prochaine fois. Donc la critique, la visée, c'est de permettre à l'écrivain de s'améliorer, d'améliorer son écriture, d'améliorer même sa façon de voir, même si ce sont des contes de nos villages qu'il va raconter. Avec l'évolution, le numérique et tout ce qu'on connaît, la société, elle évolue, elle est en constante mutation. Il faut pouvoir s'y arrimer. Et donc, quand on fait la critique, l'écrivain devrait se dire que, comme on dit, prends le conseil et laisse celui qui t'a donné le conseil. Exactement. Parce que lorsqu'on vous donne un conseil, c'est parce qu'on a d'abord apprécié l'œuvre. Et je vais vous dire que très souvent,
parfois, peut-être c'est une expérience, monsieur peut me contredire, lorsqu'on vous critique même trop, c'est qu'il y a un bon fond. Et il faudrait qu'on aille au fond de vos tripes pour aller pêcher ce que vous n'arrivez pas à voir. Et si vous prenez cela dans cette optique-là, vous n'allez pas être frustré. L'écrivain et le critique sont des partenaires. Je refuse de dire qu'ils sont ennemis. Ils sont des partenaires complémentaires. Donc, vraiment, la critique à la base doit permettre à l'écrivain de s'améliorer. C'est ça l'objectif. Merci. Alors, monsieur Ndébi, d'après vous, qui a le dernier mot sur une œuvre, l'auteur ou le critique? Qui doit avoir le dernier mot? Je crois que c'est le lecteur. Hein. Je crois que c'est le lecteur, c'est lui qui est le end consumer. Entre l'auteur et le critique. Qui doit avoir le dernier mot? Ah, ok, quand il y a un travail. Bon, en termes de dernier mot, je crois qu'il doit, dans une collaboration, oui, on ne peut pas parler de dernier mot. On travaille, l'un a écrit, l'autre il analyse, le premier reprend, le second atteste. Ensemble, ils voient comment ça va, là où ça ne marche pas. Comme le docteur disait tout à l'heure, ce qui t'arrange, tu le prends, ce qui t'arrange pas, tu le laisses. Donc, ils s'arrangent et, d'un commun accord, le texte est passé. Mais le texte est celui de l'écrivain, ce n'est pas celui du critique. Le critique, bon, s'il veut avoir le dernier mot, il va écrire son propre texte. C'est l'écrivain qui décide déjà si ça marche ou si ça ne marche pas. Le malheur vient souvent du fait que l'auteur refuse d'accepter parce qu'il se dit, non, moi ce que j'ai écrit c'est bon, je l'ai entendu il y a quelques jours. Non, ce que j'ai écrit est bon, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a des choses à changer, qu'il faut ceci. Cette attitude, bien sûr, et le critique ne doit pas insister. Il va laisser à l'auteur le dernier mot, mais quand le texte va arriver sur d'autres instances d'évaluation, ben, je crois que l'auteur n'y sera plus. Et c'est la voix du critique qui comptera. Et c'est souvent arrivé. Et là, ce ne sont pas des règlements de compte, c'est tout simplement ce que le texte est. C'est vrai, les critiques sont souvent très dures, mais les auteurs devraient apprendre à voir. Ils le reconnaissent, ils le savent même. Quand ils reçoivent une critique, que c'est tel, mais ils vous disent, je ne change pas. Ouais, je ne fais pas. Il y en a qui le disent. Lui-même, c'est comme ça, je ne change pas. Je laisse le texte là comme ça parce que j'aime le voir comme ça. Après, on ne dira pas que. Mais le dernier mot, non, je crois que le dernier mot, c'est le texte de l'auteur, c'est tout ce que je peux dire. C'est le texte de l'auteur. Après, il fait ce qu'il veut de ce qu'on lui dit. Oui, c'est juste ça. Peut-être avant de si, quand l'auteur décide vraiment comme ça de procéder, je vais toujours un peu, parce que je suis influencée par le volet recherche scientifique, c'est que si vous voulez publier votre article dans une revue à comité de lecture, on vous fait des remarques, comme je l'ai dit, c'est à l'aveugle qu'on évalue, on vous envoie avec la note de l'évaluateur, les recommandations qu'il fait à la revue, les recommandations qu'il fait à l'auteur directement. Vous ne voulez pas vous adapter, votre article ne sera pas publié à cette revue-là. Donc, un auteur qui s'entête, bon, peut-être que tous les auteurs seront des éditeurs, ils publieront leurs propres ouvrages. Oui, docteur, il faut vous placer. C'est plus pour dire que chez les scientifiques, on va dire ça ne paraît pas là, mais chez nous, les éditeurs publient tout. Ils publient tout chez nous. C'est pourquoi on a autant de mauvais livres en circulation. Et moi, je dis toujours, si on devait faire de la vraie édition, je commence par là, 95% des livres qui sont dans les bibliothèques rentreraient en relecture. Oui, parce qu'on n'atteint pas les 6% de bons livres. Vous allez toucher un bon point. Je ne veux pas qu'on monopolise la parole. Vous allez toucher le point. La lecture, oui, la relecture. Vraiment, c'est la base. Il faut commencer par la relecture. Donc, je vous remets la parole. Je voudrais quand même dire un mot là-dessus parce que je crois que c'est le cœur de l'affaire qui a le dernier mot. Moi, je crois de tout mon cœur que après avoir écrit le livre, l'écrivain doit s'en séparer pour laisser la place au lecteur, laisser la place à la critique littéraire et considérer vraiment la critique comme le miroir. Hein? C'est un miroir exigeant, c'est vrai, quand tu te vois là, tu te dis, oh mon Dieu, je commence à prendre des cernes là, hein? Mais attends, j'ai quand même conservé de la beauté. Quand l'écrivain est dans cette posture-là, la critique littéraire devient un miroir exigeant
parfois inconfortable, mais nécessaire, parce que ça permet de s'améliorer. Parce que le créateur, c'est lui. Mais il doit permettre aux critiques littéraires d'éclairer la lanterne du lecteur. Et c'est donc lui le pont entre l'écrivain et le lecteur qui permet de mieux comprendre son œuvre, de lui donner de la lisibilité. Et la vérité, c'est que un écrivain sérieux va venir dire que vous m'avez mis au travail. Je suis rentré dans mon œuvre et vous n'avez même pas relevé toutes les inconsistances. Quand on a de l'humilité, ça veut dire du côté de l'écrivain comme du côté de la critique, ça se passe très bien. Et il ne devrait pas avoir de rivalité, mais plutôt de complémentarité. Chacun fait son travail et nous nous enrichissons dans cet échange qui doit rester constructif. Je suis dans la posture du docteur Niébé, je refuse parce que mon fils a beaucoup subi. Donc parfois il a des postures, mais je crois que pour moi, au-delà de toutes nos insuffisances, je crois à la critique constructive et bienveillante qui doit vraiment aider l'écrivain à s'améliorer et à nous donner des meilleurs livres aussi. Parce que toutes vos activités c'est ça le rôle de la critique littéraire qui pousse justement dans les clubs de lecture. On a vos brillants enfants qui sont d'une jeunesse, mais qui lisent le livre avec une perspicacité parce qu'ils ont les codes que leur fournissent justement la critique littéraire. Mais ça permet d'intéresser le public, d'aller chez le libraire pour dire que waouh, j'ai écouté des échanges sur tel livre, etc. Il faut que je le lise, il faut que je l'achète. Donc quand l'écrivain comprend justement dans ce sens-là le travail de la critique, tout le monde se porte très bien. Et la critique devient vraiment, joue son rôle, vous avez dit, de médiation culturelle qui aide à notre développement local. Et puis on n'est plus dans la compétition sur le ring de boxe qui ne nous permet pas d'avancer. C'est ce que je voulais lever là. Alors, existe-t-il une éthique du critique littéraire? Est-ce que ça existe? Ça, c'est une bonne question. Elle est ouverte. Existe-t-il une éthique du critique littéraire? Éthique du critique littéraire, c'est vrai que cela renvoie aux données beaucoup plus, on peut dire comment, oui, les données moraux, et ainsi de suite. Mais en réalité, je ne vois pas quelle éthique on voudrait mettre en avant. Le critique, comme je l'ai dit tantôt, il aborde une œuvre avec des outils scientifiques. Et c'est vrai que, comme quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, il ne peut pas forcément tout détecter, mais ces outils lui permettent donc de recenser un certain nombre de forces ou de faiblesses. Maintenant, s'il faut qu'il adopte une attitude, je ne sais pas, quand vous dites éthique, ça veut dire quelque chose qui rejoint les sentiments internes, non. Le critique ne devrait pas être émotif, encore moins se soucier. Je veux dire que lorsqu'il approche, il aborde l'œuvre uniquement avec des outils identifiables et identifiés, on ne voudrait, moi je ne pense pas qu'on devait encore faire allusion à l'éthique, à moins que le style d'écriture soit un peu répréhensible. Bon, si la technique d'écriture ou bien les thèmes, la thématique d'écriture peut être répréhensible, peut-être le critique peut avoir à dire un mot là-dessus. Mais lorsqu'une œuvre est comme ça, simple, ordinaire, donc je ne vois pas pourquoi forcément on devrait évoquer le côté éthique, puisqu'il aborde, il analyse l'œuvre avec les outils scientifiques. Or, l'éthique renvoie un peu du côté moralité. Or, la morale peut varier d'une personne à l'autre, d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc voilà un peu en tout cas tout ce que je pouvais dire sur cette question. Je ne vous coupe pas. Il y a Marie-Françoise Igovi qui dit si parfois, elle affirme, si parfois certains critiques sous-estiment leur propre responsabilité, juger une œuvre
ce n'est pas juste donner un avis, c'est aussi orienter la lecture des autres. Elle s'adresse à M. Ré. Oui, bon, je pense que c'est plutôt une question. Quand ils donnent leur avis, le critique, c'est ce qu'il a à faire. Tu vois? Donc, la personne se limite à donner son avis, déjà n'est pas critique. Oui, ils disent, bon, moi je pense que ce livre est comme ça, bon, moi. On n'est pas. C'est pour ça que je parle bien du critique littéraire. Je ne parle pas du lecteur qui va venir, qui donne son avis sur un livre. Je parle du critique. Parce que le critique va réaliser un travail complet. Lui, il va faire un travail scientifique, il va regarder, il va écumer le livre, il ira dans le fond, il verra tout ce qui a les forces, les faiblesses, les opportunités, comme le SWOT analysis qu'on fait en économie. Donc le critique va dans le fond, il va faire tout ça. Il ne vient pas juste se dire, bon, j'ai lu l'histoire, me plaît, ça se déroule ici, ici et là et tout. Non, ça c'est pas la critique. Je parle toujours de d'évaluer parce que une question d'intérêt, et ça va rejoindre, là je vais en profiter pour envoyer sur la question à laquelle le docteur Defo répondait tout à l'heure. Quand on parle d'éthique, et on revient justement à cette question-là. Il y a ce qu'on vous dira à l'école. Oui, on peut vous faire un manuel d'éthique, vous pouvez l'apprendre, vous l'assimilez. Maintenant, vous arrivez sur le terrain. On vous dit, bon, ce livre-ci doit passer, voici tel montant. Votre éthique, là, ça prend un autre chemin. Et c'est ce qui se passe en réalité. Regardons déjà au niveau de l'édition. On enseigne bien l'éthique. Mais quand tous ces éditeurs sont les mêmes qui ont appris cette éthique, quand ils sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? On ne rejette aucun texte. Pour peu que l'auteur puisse payer à compte d'auteur. On ne rejette aucun texte. Donc, oui, l'agent de l'auteur fait l'éthique. Les réseaux d'influence font l'éthique. Ce sont ceux qui vous diront, ce sont ceux qui vont orienter votre critique. J'ai pris un exemple hier, comme ça, toujours là-bas. J'ai dit, bon, vous voyez des gens, on est là, vous travaillez dur comme un malade, vous chantez, vous apprenez vos instruments, et c'est Grand Barak qui est invité en concert, non? Vous voyez tout simplement. Alors vous allez vous demander que, mais tout le boulot, il sert à quoi? Mais en fait, les réseaux d'influence veulent vous faire passer leur propre message. Il a bien parlé. L'éthique, ça dépend des intérêts de chacun. Donc, moi, l'éthique, oui, mais moi, je préfère le contexte. Hein. Moi, j'aime pas beaucoup les théories. Je préfère le contexte parce que dans la pratique, il y a énormément de choses qui vont se faire. Et il est de notre devoir de remettre ces choses-là en place, de restituer la critique littéraire et en fait d'être honnête sur ce plan et de faire vraiment avancer les choses. Oui, parce qu'il a dit que nous devions être honnêtes. Et pour moi, c'est des questions éminemment éthiques. Et nous en avons parlé lors du Sécrilo, lorsqu'on s'interrogeait sur la diplomatie et les réseaux par rapport à l'influence sur la critique littéraire. Et c'est important que nous nous posions cette question. Parce qu'au-delà de la science, la critique littéraire, c'est une posture. Vous pouvez utiliser la science pour avoir de l'argent, pour appartenir à des réseaux d'influence, pour gérer la géostratégie mondiale et célébrer certaines aberrations que nous connaissons bien. Maintenant, il faut que la critique littéraire ait le courage, ait l'honnêteté, ait le sens du travail dur pour partir. On dévalorise souvent parce qu'on ne connaît même pas sa valeur. Quand la critique littéraire connaît sa valeur, elle se met au travail et elle comprend que pour produire une critique littéraire, c'est parce que, comme mon fils disait, vous êtes allé en profondeur, vous avez travaillé sur une base scientifique et vous avez des arguments par rapport au travail que vous allez fournir après et que vous êtes prêt à défendre votre... Ça, c'est une posture éthique qui refuse la paresse, qui refuse la superficialité, qui refuse la légèreté. Le deuxième point, c'est l'honnêteté. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la tête d'un écrivain que vous allez vous mettre à saccager son œuvre. Et c'est ce à quoi on assiste souvent. Et vous pouvez utiliser des arguments scientifiques pour cela. Donc pour moi, c'est important que le critique littéraire puisse comprendre sa responsabilité en tant que médiateur culturel, en tant qu'éducateur du goût dans une société donnée. Vous ne pouvez pas prendre ces questions à la légère. Voilà, je voulais insister vraiment là-dessus. Je suis très contente qu'on ait mis ça sur la table parce que c'est très important. On assiste à beaucoup de travers parce que justement, les gens ne comprennent pas qu'il y a la science là-dedans
mais il y a aussi l'éthique et nous en avons besoin. Nos enfants, en tant que modèle, ont besoin que nous comprenions qu'on ne peut pas faire la critique littéraire parce qu'on va donner son avis sur l'œuvre avec légèreté. Non, c'est un travail qui est soumis à certains codes. C'est important. Moi, je voudrais savoir quel est le background d'un critique littéraire, par exemple. Je vais prendre un exemple. Est-ce que c'est légitime pour un critique littéraire qui ne s'y connaît pas en œuvre de fiction de la juger, de la critiquer? Est-ce qu'il a un background qui lui permet, si c'est une œuvre politique, il peut intervenir, un roman, il peut intervenir, un document, il peut intervenir, ou alors il a un background qui est spécifié? Donc, la question à qui veut la prendre? Alors, le background, je pense que c'est nécessaire quand même. Parce que ce qui nous caractérise, nous les Camerounais, c'est qu'on est des experts tautologues, on est experts en tout. Peut-être que, sous réserve de ce que M. Déby dira après, peut-être que le métier, appelons ça comme ça, la posture des critiques n'est pas encore assez normative dans notre contexte, mais ce sont des choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Et c'est pourquoi je tire un gros coup de chapeau à Madame Pauline pour l'initiative, je veux dire, de la semaine du critique littéraire. Il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à un cadre pour éviter toutes ces dérives. N'importe qui ne peut pas se lever et dire qu'il va critiquer. C'est vrai qu'on va dire que non, c'est d'abord le feeling, c'est l'art, c'est le toucher, mais non. Il faudrait que les choses aillent dans le bon ordre. C'est un peu comme moi, je vais dire que je vais aller parler d'un domaine qui n'est pas le mien et en devenir experte. Non. Non, vraiment, donc, il faudrait que ça s'arrête, qu'on arrête de bricoler, parce qu'on aime bien bricoler. Qu'on arrête de bricoler, et puis, pour peu qu'on donne son avis sur une ou deux œuvres, on s'auto-proclame déjà expert, critique dans la matière. On doit véritablement travailler dessus, et je crois que ça va aller dans la suite des réflexions sur cette initiative de Madame Pauline. Merci. Vous avez quelque chose à dire Au sujet du background? Est-ce qu'un critique peut critiquer une œuvre? Je pense que toute création littéraire suit un canon. Et si une personne ne maîtrise pas déjà les canons de la création, je pense qu'il sera difficile pour lui de pouvoir donner un avis qui pèse sur la question. Il faut qu'il sache déjà quelles sont les possibilités, quels sont les codes justement. Oui. Alors, quelles sont les exigences pour tous les types, quel que soit le type de création littéraire, afin de chercher maintenant, en utilisant ces outils, propre à lui, de l'expert, afin de chercher donc à questionner est-ce que l'écrivain dans son déploiement, dans sa création, dans son activité, a suivi déjà un certain nombre de canons acceptables. Je crois qu'un critique qui ne maîtrise pas déjà les canons d'un art littéraire aura beaucoup de la peine à apporter un point de vue qui est important. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Madame Lévy, vous voulez dire quelque chose? Moi, je crois qu'ils ont suffisamment brossé. Il faut forcément maîtriser le sujet avant de s'aventurer dans la critique littéraire. Et comme les autres l'ont dit justement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un cadre normatif qu'on doit se comporter n'importe comment en ce qui concerne la critique littéraire. Il faut maîtriser la science pour être critique littéraire. Parce que avec les réseaux sociaux, comme l'autre le dit, avec beaucoup de force, ça donne l'occasion à des imbéciles de penser qu'ils peuvent donner leur avis sur toutes les questions. Donc il faut arrêter ça. Et c'est là où moi encore je vais insister sur les questions d'éthique. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que je ne sais pas. Je dois me former, je dois apprendre, je dois m'approcher auprès des maîtres, venir à Acolyte, voir comment je peux affiner mon métier.
Donc, je crois que c'est important. Alors, nous avons une internaute, toujours Marie-Françoise Igobi, qui dit en théorie, le critique peut parler tout. En pratique, un bon critique a toujours un terrain dans lequel il est spécialisé. Il est parfaitement d'accord avec. Bon, je dirais oui et peut-être. Parce que, vous savez, l'écriture, moi je parle toujours de l'observation, je parle toujours du regard qu'on a. C'est quand on commence à mettre poésie, roman, livre pour enfants, qu'on se met à penser qu'il y a des différences. L'écriture c'est l'écriture. Et plonger dans une écriture ne demande pas que vous soyez spécialiste. Vous pouvez ne pas être spécialiste de la poésie, mais plonger dans l'écriture de la poésie. Le tout, c'est cet effort. Est-ce que vous êtes prêt à fournir cet effort supplémentaire, disons-le ainsi? Si vous préférez, vous pouvez préférer le roman. Parce que vous trouvez que, ok, lui, il vous apporte des dispositions, il vous met dans des conditions qui arrangent la personne que vous êtes. Bon, je dis particulièrement, j'ai déjà été appelé pour plusieurs types de textes, jusqu'au livre pour enfants. Je dis, l'écriture, quand elle se présente, c'est l'écriture d'abord. Et c'est à vous de faire l'effort de rentrer maintenant dans ce que représente la poésie. Quand j'ai un travail de poésie, par exemple, à réaliser, j'en ai fait un dernièrement avec le docteur Defoe. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assois et je me dis, ok, déjà, il faut que l'écriture puisse m'ouvrir les portes, ses propres portes. Donc, je vais lire cette poésie, et une fois que je suis à l'intérieur, le fond, vous analysez le fond comme vous analysez le fond d'un roman, d'une nouvelle, ou toute autre chose. Vous ressortez de cette écriture avec autre chose. Il y a des auteurs, il y a des critiques, par exemple, je veux dire, vous ne pouvez pas voir assez lu, ça va se comprendre. Vous ne pouvez pas voir assez lu de la poésie, et vous vous dites, ok, si je m'engage sur ce chemin, quels sont les arguments que je pourrais prendre? Même si vous plongez, mais vous allez soutenir vos textes avec quoi concrètement? Vous voyez? Mais l'écriture, d'abord, il faut l'observer. Et c'est moi la base de tout ce que je fais, c'est le regard, c'est l'observation. Plonger, le genre vient plus tard. C'est un peu comme si on me disait, bon, est-ce que tu peux, si c'est un Français qui écrit, ou bien si c'est un Américain, ou bien si c'est un Africain, est-ce que tu penses que tu peux réaliser ces critiques? Ça n'a rien à voir avec leur race, ça n'a rien à voir avec leurs origines. L'écriture qu'on me présente suffit. Qu'on enlève le mot poésie, qu'on enlève le mot nouvelle, qu'on enlève le mot théâtre, qu'on enlève ceci, et vous allez réaliser la critique. Si par contre, vous vous dites, oh, ça c'est de la poésie, je crois que je ne vais pas m'y mettre. Vous n'y arriverez pas. Je comprends que vous ne soyez pas à l'aise avec la poésie, mais dire qu'un bon critique est spécialisé quelque part, je crois plutôt qu'un bon critique est très ouvert. Il est très ouvert. C'est ce que je pense. Et à chaque fois qu'il s'adapte à ce qui lui vient et il va se cultiver. Il est toujours en train de lire. Il est toujours. Aux auteurs, par exemple, je vais dire, un bon auteur, un bon romancier va lire des romans sans arrêt. Et si vous voulez être un romancier, vous allez lire de la poésie tout le temps. En fait, je ne sais pas trop ce que vous recherchez. Peut-être que vous voulez de la poésie parce que vous trouvez que vous avez un art du roman assis. Mais un bon critique, parce que le critique il est appelé partout. Il va devoir s'ouvrir et travailler au cœur de chaque élément qui lui est là. Je crois que quand on est passionné par la littérature, et surtout quand on veut dire qu'on est critique, ou je le dis souvent être traducteur, on intègre l'écriture, on oublie le genre. Alors, je voudrais enchaîner en disant, est-ce qu'on peut être à la fois un bon écrivain et un bon critique? Est-ce que c'est possible ça? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, qui a le dernier mot? Pour que le critique ait le dernier mot, il faut que lui-même il écrive. Est-ce qu'on peut être un bon écrivain et un bon critique? Est-ce que c'est possible? Vous voyez des critiques qui ont gardé leur propre manuscrit pendant 10 ans dans le tiroir. S'ils ont tellement travaillé sur les textes des autres, alors ils se demandent, bon, moi là, non, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quand même moi. Oui, voilà. Je me suis assis pour travailler avec beaucoup de critiques sur leur propre texte. Et à chaque fois, ils reviennent. Il y a qu'est-ce sûr. Il y a qu'est-ce sûr qu'on peut déjà lancer. Les questions que les autres ne se posent pas. Voilà. Mais le critique, maintenant, et surtout quand il est connu comme tel, voilà. alors il va se poser cette question. Non, mais est-ce que là, nous, vous avez fini de travailler, c'est clair, il s'en va. Il revient 3 semaines plus tard, tu as déjà déposé. Non, gars, tu sais que je me demande si c'est vraiment ça. Gars, pardon, relisons encore. Et finalement, vous sabotez tout le travail.
je disais à un critique qui avait produit un recueil de poésie, le recueil aurait pu être bien, mais c'est devenu tellement parfumé, c'est devenu tellement, je sais pas dire, oui, exactement. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit non. Grand frère, c'est que quand je travaillais, chaque fois moi-même, je critiquais, tu vois. Donc je me dis que non, ça ce n'est pas ça. Donc je fais ceci. Je dis, mais tu as tué tout ton travail. Tu as tué ton travail. Ça fait plus de 10 ans que le recueil là, personne ne sait que ce recueil là. Parce que lui, il le retient. Personne ne sait que ce recueil, il est dehors. Parce qu'il a tué son travail. Et c'est ça un peu la question avec le critique. Là où on dit que là, je peux accepter. Là, oui, la critique est aisée, là, c'est difficile. Là, je peux l'accepter. Parce que le critique, il parle beaucoup. Hein. Alors, maintenant, il faut qu'il propose. Quand il faut qu'il expose. Parce que proposer, ça, il en a les moyens. Mais quand il faut qu'il expose son propre travail, alors c'est là que ça devient très difficile. Ouais, là, oui. Vous voulez dire Par quelque contre, chose? oui, un écrivain peut devenir un meilleur critique parce qu'il est passé par la critique. Il a pris le temps d'apprendre des critiques qui lui ont été faites. Donc, il a un regard un peu plus avisé. Mais l'inverse est difficile. Alors, les réseaux sociaux ont-ils affaibli ou démocratisé la critique littéraire? Docteur. Bon. Je peux penser que ces réseaux-là ont essentiellement démocratisé la critique littéraire. Dans un environnement comme le nôtre où on compte les critiques qui s'intéressent aux œuvres des écrivains, voyez-vous, la facilité de communication que nous donnent ces réseaux sociaux donc, aide, comment dire ça, favoriser le fait que chacun de son coin pense pouvoir donner un avis même sur une œuvre. Et puis le côté un peu comique peut être que la plupart des personnes qui se prononcent sur les œuvres dans les réseaux sociaux ont souvent des acquaintances, des affinités. Et son regard forcément ne peut jamais être objectif. La plupart des réactions par rapport aux œuvres critiques, je me suis rendu compte que la plupart des réactions, des commentaires, en réalité, c'est des proches, soit des familles, amis et autres. Bon, là, on ne peut pas vraiment parler, ce ne sont pas des critiques littéraires, c'est des points de vue. En réalité, ce ne sont pas des critiques littéraires. Bon, mais comment dire ça, certains donc, à force de donner des avis sur des œuvres dans leurs réseaux sociaux, ont encore la liberté, ils pensent avoir la liberté de s'autoproclamer critique et de pouvoir très souvent, bon, en tout cas, aller même là où ils n'avaient pas l'obligation d'être. Les réseaux sociaux ouvrent une porte large à l'intrusion des critiques autoproclamées et on peut dire que cela démocratise ce métier de critique littéraire. Toujours est-il que les vrais critiques doivent demeurer les vrais et doivent se connaître. Au public donc de savoir qui est vrai critique littéraire et qui ne l'est pas. Donc c'est là où ce sera un peu difficile à pouvoir trancher. Voilà mon point de vue là-dessus. C'est ma question. Qu'est-ce qu'un vrai critique? Oui, ça va déjà. La question de Pauline Ongolan qui voudrait savoir qu'est-ce qu'un vrai critique littéraire? Alors, moi au départ j'ai dit que le critique littéraire il a 3 fonctions essentielles. Il apporte une certaine légitimité parce qu'il va soit aider à consacrer une œuvre, parce que ce n'est pas forcément lui qui la consacre, ou plutôt la marginaliser en relevant les limites. Il va orienter le lecteur parce qu'il va émettre des hypothèses de lecture, il va donner son appréciation, quitte au lecteur d'en faire une appréciation personnelle, mais au moins il sera orienté. Et puis, il sert maintenant de courroie de transmission pour inscrire l'œuvre dans la durée. Et dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire dans toutes ces fonctions-là, son objectif non seulement c'est d'être un pont entre l'écrivain et le lectorat, mais c'est aussi de permettre à l'écrivain même parfois d'explorer des angles qu'il n'avait pas perçus au moment où il écrivait. Libre à lui
de les valider pour d'autres projets ou pas. Donc, le bon critique, on va dire ça comme ça, s'il existe un bon critique, c'est celui qui permet à l'auteur de s'améliorer et qui aide le lecteur à mieux comprendre les œuvres dont il a fait la critique. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que le vrai critique devait avoir l'humilité de se former en évaluant également ses propres lacunes, ses propres inconsistances et pouvoir s'adapter dans un monde en permanente mutation et ne pas accepter de devenir le produit des réseaux d'influence et des groupes de pression que nous connaissons dans notre environnement. C'est ce que je voulais dire. Alors, jusqu'où peut aller la critique sans devenir destructrice? Jusqu'où? On détruit, c'est-à-dire être objectif. Par exemple, si vous avez un frère qui écrit, il va dire: ah, arrête, toi aussi, laisse, j'ai écrit ça. Jusqu'où? Bien, ce que je vais sur revenir à la question de l'édition. Pour moi, il faut qu'on permette déjà à la critique de travailler. Certains auteurs vont se plaindre de ne pas recevoir de critiques. Il y a un qui m'a approché une fois, c'est à Douala. J'ai lu son texte et je lui ai dit honnêtement, qu'est-ce que tu veux qu'on apporte comme critique? Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu retournes travailler. Je peux te donner des actes, des pistes, autre chose là, on va retravailler ceci, telle autre chose. Mais quand un livre arrive déjà, il est publié, il est déjà là, on a sa couverture, on a le produit qu'elle a imprimé. Je crois que là, la critique doit être, mais quel type de livre on met sur le marché? On oblige, quelque part je comprends, c'est pauvre. Quelque part on les oblige à rester soit chez les classiques, soit chez ceux qu'on a consacrés comme les plus grands. Parce que quand il y a des livres, vous les ouvrez pour être fond la littérature. C'est un livre. On a travaillé certains livres où vous passez de la page 1 à la page 2, et vous pouvez passer 2 jours. Seulement pour essayer même de sortir de la forêt vierge dans laquelle l'auteur vous a plongé, pour essayer de sortir de là vivant. Donc, je commence toujours par l'édition. Le compte d'auteur, moi je dis que le compte d'auteur a tué la littérature chez nous. L'a considérablement diminué. Si on arrive déjà à rejeter des textes, si on commence à le faire, je crois que les gens vont se prendre, soit ils vont faire, comme j'ai vu certains le faire dans un autre pays, chaque auteur est devenu son propre éditeur. Chacun devient son propre éditeur, puis devient l'éditeur d'autres personnes. Mais si on a des éditeurs, on se dit ok, des éditeurs, on commence à rejeter les textes, je vous garantis que la critique aura vraiment de quoi faire la critique, parce que j'aime pas qu'on qualifie la critique. Oui, comme qu'on dise qu'il y a un bon critique. Je crois qu'il y a un critique. Les autres ne sont pas des critiques. Les autres ne sont pas critiques. On ne peut pas être un mauvais critique. Non. Sauf si maintenant, on dit, on vous a déjà vu bien travailler, mais là, vous commencez à vouloir manger. Comme Denis Morrison disait, vous embourgeoisez. Oui, là, on commence à parler d'autres choses. Mais je crois que l'édition devrait déjà nous permettre de travailler. Maintenant, si vous arrivez quelque part, j'ai fait l'exercice chez un éditeur, je suis arrivé, je lui ai dit, ok, tes livres, honnêtement, essaie de les faire relire. Parce que ça complique la tâche dehors. Je ne parle jamais de tes livres, parce que si je me mets à en parler, on devient des ennemis. Oui, tu vas m'insulter à tout voir, tu vas raconter des histoires sur moi. Donc, essaie de faire travailler tes livres. On me demande, quel livre par exemple? Je dis tous les livres. Je me dis non, je dis ok, on va faire un truc très simple. Prends un de tes employés, demande qu'on t'apporte 10 livres. Et quand j'entendais les noms des 10 auteurs, je sais que c'était le top qu'on était en train de sélectionner. Alors on a sélectionné, on les a ramenés, mais dès les premières pages, ça se voyait. Dès les premières pages, on n'allait pas à la 3e page. On commençait à la première page. J'ai dit, voici de quoi je parle. Mais je ne peux pas le dire publiquement. Et donc je ne peux même pas parler. Donc ne me dis pas que tu ne parles jamais de mes livres, tu ne fais pas de campagne. Est-ce que tu ne veux pas qu'on me connaisse? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Permets-moi de travailler. On est amis certes, mais ce n'est pas parce qu'on est amis que je vais dire n'importe quoi. Sinon là, je ne serai plus critique. Je ne serai même pas mauvais, mais là, je ne serai plus du tout. Mais permets-moi de faire un vrai travail. Si le seul travail que je puisse faire, à 80%, c'est de relever les insuffisances, je ne suis même plus de la critique. Je ne suis pas en train de faire de la critique.
Je suis en train de vouloir qu'on aille relire. Là, c'est de la relecture, parfois la réécriture qu'on va faire, et pas la critique. Permettez-nous de faire la critique, et on pourra véritablement avancer. Donc pour moi, c'est à ce stade-là déjà c'est là qu'il faut commencer. Alors, il y a une internet de Marie-Françoise Ibovi qui dit « Un bon critique ne dit pas quoi penser, il donne les outils pour penser comme faire et débit. » Voilà. Alors, comme faire et débit. Oui. Expliquez-nous, monsieur. Vous faites comment? Déjà, chez Acolyte, nous avons des accompagnements que nous proposons pour les auteurs. Et nous nous sommes dit à la base, si nous voulons être des agents littéraires, il faudrait déjà commencer par accompagner les auteurs. Donc nous n'attendons pas que le livre soit publié pour dire ok, on va marcher. On va avec l'auteur dès la base, à l'écriture de son manuscrit. Et voilà ce que nous faisons. Et au niveau de la critique, nous faisons pareil. Nous retournons à la base. Il y a des auteurs qui sont arrivés, on leur a dit non. Le livre est déjà publié, ça c'est vrai, mais c'est vraiment dommage que tu aies 1500 exemplaires, mais honnêtement, tu vas devoir écraser tout ça, tu vas pilonner tout ça parce qu'il faut que tu te remettes au travail. Alors tu vas travailler, tu vas rentrer. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on est dans le texte. On ne sort jamais du texte. Le texte, on l'évalue par rapport à lui-même. Donc, il a un contexte bien précis. Si là, tu as un personnage, par exemple, tu me dis qu'il n'est jamais allé au marché. Lui, c'est un gars qui lui laisse seulement l'argent et tout le reste comme ça. Mais un jour, il est coincé. Sa femme me dit non, oui, c'est toi qui fais le marché. Le gars résiste, tu connais les conséquences. Il se soumet. Alors, le gars arrive au marché, fait son marché proprement, il rentre. À quoi ça servi qu'on nous dise qu'il ne va jamais au marché, qu'il n'aime même pas le marché? Alors, le gars arrive, il fait son marché comme tout le monde, il rentre. Non! Il y a ce premier contact, quand il voit le marché, on doit voir quelles sont les difficultés, comment il s'oriente, quand on lui marche dessus, qu'est-ce qu'il ressent quand on se bouscule, quand il voit ses femmes penchées à 90 degrés, et tout le reste, qu'est-ce que... Bah attends, on est au marché. Donc, est-ce que tu sais, un jour, je n'ai pas pu prendre, j'ai dû faire le tour du marché, parce que les femmes étaient inclinées partout. Je ne savais pas s'il fallait que je marche en étant comme ça. Et je ne pouvais pas aller tout droit, c'était trop étroit. Et tu fais le tour. Et alors, quelqu'un qui arrive au marché pour la première fois, qui voit ça, il ne peut pas. Justement, exactement. Donc, ce sont ces outils. Il faut qu'on puisse accompagner l'auteur à l'intérieur de son écriture. Jamais sorti de son écriture, jamais lui dire, bon, tu vois par exemple, Césaire avait fait comme ceci. Non, Césaire n'a rien à voir avec là-dedans. Si tu dis Césaire pour une phrase, attends, tu as dit Césaire pour tous les 10 000 mots qu'il y a dans le texte, pour tous les 50 000 mots qu'il y a là. Donc, on leur apporte ces outils, on leur permet de travailler à l'intérieur de leur propre texte, en leur donnant des éléments qui s'accordent avec leur texte. À eux maintenant de voir est-ce que ça correspond à ce que je veux. Il y en a d'autres qui disent que non, c'est exactement ce que je voulais, mais je ne savais pas comment le dire. Alors, et là, en général, c'est cela parce qu'il faut aussi patient. Il faut vraiment être patient avec le texte. Oubliez l'auteur, être patient quand on a un texte. Si on veut courir, un peu comme le réparateur de télé, qui a reçu les télés de tout le quartier. Et après, maintenant, le gars va disparaître parce qu'il arrive à travailler, il est submergé. Non, tu prends une télé, tu prends le temps. Si tu es bon, tu auras toujours la clientèle. Donc il faut être patient, il faut vraiment être patient. Et là, l'auteur il va recevoir les outils qu'il faut. On lui fait un vrai diagnostic. Et là, il rentre conscient de ce dont, je peux dire, il souffre. Et là, il va se mettre au travail. Il y a un mécanisme naturel qui va se mettre en marche chez lui. Et je crois qu'il pourra avancer. Voilà le type d'outils qu'on propose. Donc, c'est dire que, et moi, c'est ce que j'aime dans votre intervention, M. Redéby, que la critique littéraire doit respecter la liberté, l'authenticité et la créativité de l'écrivain. Donc ce n'est pas un moule dans lequel on enferme les écrivains, mais on permet justement au génie de s'épanouir. On l'accompagne justement à faire exploser ce qui est en lui, et ça, moi j'aime. C'est très intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous dites qu'il faut mettre l'auteur de côté. Ça, c'est très important quand on fait la critique, ne pas se fier au nom de l'auteur. Alors, nous avons une autre internaute, Ariel Nouteux, qui dit « Bonsoir au beau panel, très belle thématique. Question, quels sont les critères qui définissent un bon critique? Comment le reconnaître ?» Alors, comment reconnaître un bon critique? Monsieur Ré a déjà dit qu'il n'y a pas de bon critique. Il y a un critique et les autres ne le sont pas. Il y a un critique et les autres ne le
n'avons pas. Après, je pense qu'on a déjà échangé sur tout ce qui peut nous permettre d'avoir. Maintenant, comment le reconnaître? Voilà, comment le Comment reconnaître? reconnaître quand on lit? Comment sait-on quand on est profane? Je crois que c'est ça le fond de la question. Alors, quand on est profane, moi je vais partir par votre dernière intervention, parce que comme je l'ai dit, le critique, il doit aider à s'améliorer. Et Madame Mélie a insisté, c'est-à-dire que le critique aide à faire éclore ce qui était encore touffu, un peu brouillon dans la forêt vierge et tout. Donc voilà, il propose des pistes, il accompagne. Ok, vous avez dit ceci, mais si c'est un roman, un récit, c'est un peu trop plat par rapport à ce que vous avez dit avant. Comment est-ce que vous pensez que ça peut aller? On parle de principe de narratologie. Notre professeur Mbalazé, il nous sérinait les esprits avec cela. Donc le critique, il propose des outils. Donc, au-delà des insuffisances relevées, il va proposer des outils pour bonifier le texte, sans l'édulcorer, sans perdre l'âme de l'auteur. Moi, j'aime souvent dire l'âme, parce que quand on écrit, voilà, sans perdre l'âme de l'auteur, il oriente, il encadre, il accompagne, et il s'arme de beaucoup de patience. Et je termine aussi par l'humilité qu'elle a évoquée. Donc, ce sont les éléments clés. On n'a pas besoin d'avoir toute une panoplie ou une grille avec 15 indicateurs et tout. C'est la base. PhD de Laval et de la Sorbonne. Donc, Alors, voilà. oui, d'accord, merci. Si vous deviez choisir, vaut-il mieux une œuvre sans critique ou une critique sans œuvre? Si vous deviez choisir. Moi, je vais commencer parce que j'étais la Je dirais que l'écrivain ne devrait pas craindre le critique, mais on devrait plutôt être inquiet qu'une littérature ne soit pas critiquée et qu'elle ne le soit pas de manière sérieuse. Donc, dire qu'une littérature sans critique, il y a un souci. C'est ce que nous voulons éviter. Parce qu'une bonne littérature, elle doit être critiquée. Elle doit être critiquée pour toutes les réponses qu'on a déjà données. On va être redondant parce que le critique sert de médiateur culturel avec les lecteurs. Il aide à avoir un autre angle de vue, non seulement pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur. Donc, il enrichit en fait même l'œuvre de l'auteur. Il s'inscrit dans la continuité. On ne peut donc pas avoir une œuvre qui ne sera jamais critiquée. C'est-à-dire que, au final, notre œuvre, elle est comme morte. Nous l'avons produite, mais elle n'est pas valorisée. Elle n'est pas capitalisée. Or, quand on produit, c'est pour marquer l'éternité, la postérité. Comment on le fait s'il n'y a pas tous ces éléments-là relevés par les critiques? Donc, je pense que ce n'est pas une question qui a lieu d'être de dire littérature sans critique. Ça va. Alors, moi, je voudrais poser une question à chacun d'entre vous. Quelles sont les solutions que vous proposez? Voilà, il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent là, d'auteurs, de potentiels critiques. Quelles sont les solutions que vous proposez pour que cela prenne effet? Parce qu'on a pas mal de maisons d'édition qui produisent des livres sans toutefois passer par cette critique-là. Quelles sont les propositions que vous pouvez donner à toutes ces personnes, que ce soit les éditeurs, les écrivains, les auteurs? Moi, je commencerai par un comité de relecture sérieux. Exact. Parce que les maisons, c'est la base. Les maisons d'édition, parfois vous pouvez produire un texte qui est même bon. On le soumet à la relecture. Je suis désolée, mais il arrive parfois que c'est même à la relecture qu'on édulcore le texte. Donc il faut vraiment un comité. Et c'est parce qu'on est des experts en tout. Donc on va prendre des frères, des cousins mais qui n'ont pas la capacité à évaluer les productions littéraires. Donc, pour moi, c'est la base. Un comité de lecture sérieux. Maintenant, je laisse le soin aux autres panélistes d'ajouter. Oui, comité de lecture sérieux, mais aussi, ce serait toujours intéressant que les jeunes maisons d'édition, je crois qu'il y en a vraiment des jeunes depuis au moins une décennie, que les jeunes maisons d'édition acceptent la collaboration avec un critique littéraire établi pour avoir son avis. Très souvent, pour la plupart de ces œuvres, peut-être avant d'envoyer
à l'imprimerie pour la finalisation. Si il y a une collaboration entre un ou des critiques littéraires avec surtout les jeunes maisons d'édition que nous avons aujourd'hui, certainement certaines œuvres seront regardées pour amendement, pour ajustement, et d'autres même seront purement et simplement refusées. Et cela va de la crédibilité de la maison et le progrès de la littérature en général. Donc voilà un peu le point de vue que donc chaque maison s'attache à une collaboration avec un ou des critiques de renom, des critiques établies. Et merci. Madame Méline. Moi, je dirais simplement que on doit sortir de la logique de suspicion pour une logique de dialogue et de construction. Ce qui veut dire que les critiques doivent respecter les textes littéraires et les écrivains doivent respecter le travail de la critique pour qu'on aille sur la construction ensemble, ce qui veut dire, moi j'appuie vraiment la proposition du docteur Défaut, à savoir que les maisons d'édition doivent s'attacher les services des agences littéraires comme Acolyte et les autres qui font un travail merveilleux sur le terrain, pour se rassurer que notre littérature ne puisse pas être décrédibilisée parce que à la base il n'y a pas eu l'accompagnement attendu. C'est important de respecter le travail de la critique littéraire. C'est vrai que je dirais pas mieux que que le tour qui a été fait. En réalité, on commence par là. Il faut de vrais comités de lecture. Vous arrivez dans une maison d'édition, le patron, c'est lui qui reçoit le manuscrit, c'est lui qui relit, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui va à l'imprimerie, c'est lui qui va à la dédicace, c'est lui qui va faire le porte-à-porte. Finalement, moi j'aimerais que chacun apprenne son métier. Et parfois, il n'a même pas de profil à prendre. Oui. On manque d'apprentissage, on manque de formation. Et on n'est pas assez humble pour se former. Sortir de l'école et avoir étudié édition à l'école ne fera pas le bon éditeur si on ne sait pas comment l'édition se passe sur le terrain. Vous avez une théorie qu'on vous enseigne, on vous enseigne pas mal de choses. Mais maintenant, quand un texte arrive, il faut l'évaluer, il faut en donner la qualité. Qu'est-ce qui vous enseigne ça? L'expérience des autres. Il faut se mettre à l'école des autres. Soyez tous les majors que vous voudrez. Dans vos écoles, dans les universités, quand vous arriverez sur le terrain là, vous trouverez quelque chose qui dépasse, qui va tout entendement. Oui, parfois vous pouvez changer d'option en vous disant que non, c'est pas ce à quoi moi je m'attendais. Donc, il faut se former. Est-ce que les relecteurs comprennent? Qu'on ne dise pas que non, ce sont des gars qui sont tous en master littérature. Non, mais honnêtement, voilà. On relit tous les jours, on fait de la relecture tous les jours. On sait que les pires des textes, oui, moi je préfère le dire, sont écrits par les enseignants de français. Ça, on le sait. On sait qu'ils écrivent les textes qui sont le plus à corriger. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent la littérature. C'est là le problème. Ils se disent qu'ils connaissent la littérature. Donc, mais il faut apprendre son métier. On ne se lève pas, on dit éditeur, bon voilà, on a pris 2, 3, on a pris le monteur. Mais parfois, très souvent, la seule personne compétente dans les maisons, c'est le monteur. C'est lui, parfois, très souvent, c'est la seule personne compétente dans son métier. Le relecteur, on ne trouve pas. Maintenant, les services d'un critique, ça, je l'ai beaucoup entendu durant la semaine. Je dis, normalement, un critique, il attend que le livre arrive. Il attend que le livre soit publié. Mais on a vraiment l'impression que chez nous, le critique doit être à la base. Il doit surveiller le comité de relecture. C'est lui qui est le patron du comité de relecture. Et les relecteurs maintenant doivent avoir des notions de critique. Au moins, on sait que quand le livre arrive, on n'a qu'à prendre l'exemple. Quelqu'un disait quelque part, il n'y a aucune honte à copier ce qui marche. On n'a qu'à prendre l'exemple de ces maisons qu'on appelle grandes maisons d'édition. Elles ne sont pas grandes parce qu'elles sont là depuis 100 ans. Et quand vous voyez comment ces maisons-là travaillent, vous ne pouvez pas me dire que vous déposez un livre aujourd'hui, on est samedi, lundi le livre est là disponible. Mercredi, il y a la dédicace. Non, moi, je peux pas, on ne peut pas me dire que on ne peut pas produire un vrai livre dans ce type de choses.
vous déposez, vous attendez 6 mois, 1 an, pour qu'on vous réponde. Parce qu'on prend le temps d'analyser votre texte. De lire et de relire à plusieurs. Là, vous déposez le texte le lundi. Le mardi, on vous dit, ok, c'est bon, le BAT. Vous recevez votre BAT mardi, votre texte, vous avez déposé lundi. Non, mais comment on peut travailler? Donc, on apprend déjà à respecter, ça je l'ai entendu, qu'on respecte le livre, qu'on respecte la littérature. Que le critique, maintenant, respecte le livre qu'il va recevoir et que l'auteur a la base pour permettre aux critiques de rester dans son éthique, qu'il faut qu'il travaille aussi. L'écriture s'apprend. Malheureusement, un de mes bons amis a publié dernièrement que les ateliers d'écriture ne servent à rien. Je lui ai dit, on reste amis, mais là, je comprends pourquoi ton écriture est comme elle est là. Voilà. Donc, il se reconnaît. Bah, donc, voilà, il faut véritablement qu'on apprenne. Si on se lève, moi, si je me lève, je dis que non, je veux faire de la maçonnerie, je veux être maçon. Je veux me rapprocher des maçons. Ceux qui ont déjà travaillé, il me faut connaître leurs difficultés. Voir tout ce qu'ils ont fait, voir tout. Et je me dis, ok, donc ça veut dire que c'est ceci que j'apprends d'être maçon. Non, moi ça ne me correspond pas. Autant peut-être chercher à être Ben Skinner. Là c'est plus facile. Tu vas au stade, tu fais 2 tours de roue après. Voilà, tu es sur la route à de slalomer. Donc moi c'est juste ça, le reste a été nettement dit. Donc, il faut apprendre son métier. Et pour le livre, il faut vraiment commencer par un comité de relecture sérieux. Oui, ça c'est la base. Parce que l'auteur peut ne pas savoir. Mais si vous trouvez que l'histoire a un quelconque intérêt et que vous voulez vous engager, ayez quand même un comité de relecture qui va encadrer cette histoire-là qui a été mal proposée à la base, qui va quand même l'encadrer et faire paraître. Donc je crois qu'à ce moment-là, un comité de relecture, je crois que c'est la clé. Vraiment, un comité de relecture sérieux, c'est la clé. Je m'en réjouis, ce qui me rappelle une expérience que j'ai vécue avec une maison d'édition, mais là, des manuels scolaires. Et c'était toujours des tiraillements avec les auteurs, parce que moi, j'avais le rôle de lectrice. Et effectivement, heureusement, à la base, ça rejoint ce que vous dites, il faut apprendre le métier. Moi, pour travailler avec les auteurs qui publient les manuels scolaires du primaire, il a fallu que je m'imprègne premièrement des programmes scolaires du primaire, que je comprenne comment ça fonctionne. J'ai été même dans les établissements, j'ai été au ministère, rencontrer les inspecteurs pour prendre même les emplois de temps et savoir quels sont les quotas horaires pour telle ou telle discipline, pour comprendre lorsque les auteurs proposent un manuel scolaire avec la répartition des leçons, est-ce que ça tient, les exemples qu'ils prennent par rapport au programme, par rapport aux objectifs. Et puis, quand il fallait faire valider, parce qu'il fallait que je donne mon quitus pour que l'éditeur dise, ok, c'est bon, on va envoyer, on fait le montage et tout. Quand je dis non, ça ne passe pas. Quelqu'un va me dire, moi je suis inspecteur depuis 20 ans, je travaille dans la production des manuels scolaires depuis des années. Toi, une petite jeunette, tu arrives à peine, tu viens dire. Je dis, tonton, voici ce que les documents disent. Voilà le profil qu'on attend des enfants. Voilà comment c'est censé être. C'est là que je suis. Je n'ai rien contre vous, votre expérience. Oui. Et c'était vraiment le problème. À un moment, l'éditeur me dit, deviens notre auteur. Je dis, non, ça, je ne fais pas. La critique est aisée. Là, je dis, non, moi, je ne vais pas écrire les manuels scolaires. Merci, je vais terminer par là. Alors, on va clôturer avec, je ne sais pas si c'est une question, une intervention de Marie-Françoise Ibovi qui dit, oui, une littérature doit être critiquée, certes, mais en même temps, être critiqué ne garantit ni la qualité, ni l'intérêt pour les lecteurs sur l'ouvrage. Monsieur Devier s'adresse beaucoup. La qualité, je crois que la critique peut garantir la qualité. Oui, quand on parle vraiment de ce critique-là qui fait son travail, oui, de critique, la critique peut garantir la qualité. Oui, ça, je peux me dire que la critique garantit la qualité. Quand on s'est détaché de l'auteur, naturellement, là on parle de critique véritablement. Maintenant, l'autre aspect qui est celui de l'intérêt. Donc, vous pouvez produire le plus beau des livres que ça n'intéresse pas ce lecteur-là. Donc ça, là, on le laisse au lecteur. Vous pouvez faire un tapage immense avec un livre qu'on va juger très moyen et tout le monde tombe dessus. Tout le monde tombe dessus. Qui aurait dit à la base que Harry Potter ferait cela? Après tous les rejets, qui aurait dit que Harry Potter
aurait un tel succès. L'intérêt du lecteur, cet aspect pour faire qu'on le laisse au lecteur. Oui, on va le laisser. Vous pouvez me trouver à la critique un livre. Non, vraiment, c'est pas ça. Ben alors, c'est ça que tout le monde est accroché là-dessus. On va vous dire que non, c'est ça, c'est tout. Et ça finit par passer. Non, c'est comme ça. Alors, merci infiniment à nos invités pour ces belles interventions. Merci à Acolyte pour cette très belle initiative qui s'est déroulée à la Maison des Savoirs. Alors, merci à toutes les personnes qui ont pris part à distance pour cet atelier. Merci, bonne soirée à vous et à demain pour la suite des programmes. C'est demain que se termine la semaine. Oh, dommage. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.